La demande mondiale de lithium grimpe de 50% brutalement aujourd'hui. Au Burkina Faso, des réserves stratégiques existent, mais la valeur se capte ailleurs. Un décalage longtemps toléré devient soudain une faille politique et économique au moment où les récits s'affrontent. Que peut faire Ibrahim Traoré quand chaque geste déclenche une onde? Derrière ce fracas discret, une décision administrative présentée comme technique recompose des institutions, resserre les marges de décision internes et attire les regards vers les zones minières du Sahel où sécurité, économie et rivalité d'influence se superposent sans prévenir. Cette analyse promet une chose précise: comprendre comment une tension apparemment technique devient un levier politique concret pour un État du Sahel. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Saisir en quelques minutes pourquoi des décisions administratives, souvent perçues comme secondaires, peuvent redessiner des rapports de force bien au-delà des frontières nationales. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un point de bascule où ressources critiques, pression géopolitique et réformes institutionnelles se croisent sans filet de sécurité. Dans cet espace contraint, chaque choix engage des coûts invisibles: crédibilité internationale, cohésion interne, capacité à capter la valeur économique issue du lithium. Ce récit ne cherche pas à juger, mais à poser les repères nécessaires pour mesurer ce qui est réellement en jeu lorsque la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une série d'arbitrages exposés, observés et interprétés par des acteurs aux intérêts divergents. La révélation tient en deux chiffres qui se croisent brutalement: une hausse mondiale de 50% de la demande de lithium et une Afrique qui ne capte qu'une fraction minime de la valeur issue de ses propres ressources. Ce décalage, longtemps perçu comme structurel et presque immuable, devient soudain visible lorsque le Burkina Faso engage une réforme institutionnelle présentée comme mineure, mais déclenchée exactement au moment où la pression technologique mondiale s'intensifie. Ce synchronisme n'est pas anodin. Le lithium, au cœur des chaînes de valeur liées à l'énergie et aux technologies, transforme chaque gisement en actif géopolitique. Dans le Sahel, où les équilibres sécuritaires sont déjà fragiles, cette montée en tension mondiale agit comme un amplificateur silencieux. Les États riches en réserves, mais pauvres en capacité industrielle, se retrouvent exposés à une double contrainte: attirer des partenaires tout en évitant de perdre le contrôle institutionnel. C'est dans ce contexte que le Burkina Faso découvre l'ampleur d'un décalage longtemps toléré. Les ressources existent, mais les circuits de décision et de valorisation ont été historiquement externalisés. Une décision administrative liée à la gouvernance civique, interprétée à l'extérieur comme un simple ajustement technique, révèle en réalité une volonté de recentrage plus profonde. Elle met en lumière un mécanisme discret. Lorsque la souveraineté institutionnelle évolue, elle entre immédiatement en résonance avec les intérêts et les économiques globaux. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme un point de convergence. Son rôle s'inscrit dans une dynamique où chaque geste, même administratif, acquiert une portée disproportionnée parce qu'il intervient au croisement d'une transition technologique mondiale et d'un héritage économique africain marqué par la perte de valeur ajoutée. Les premiers effets de la réforme ne se lisent pas dans les communiqués diplomatiques, mais dans des trajectoires individuelles longtemps restées périphériques. À Ouagadougou, de jeunes administrateurs, jusque-là cantonnés à des fonctions d'exécution, voient leurs responsabilités s'élargir lorsque certains processus civiques sont réorientés vers des structures locales. Ce déplacement, rapide et parfois improvisé, modifie leur rapport à l'institution. Ils ne sont plus de simples relais techniques, mais des acteurs visibles de la cohérence administrative.
Plus au nord, dans des zones frontalières où se superposent enjeux sécuritaires et intérêts miniers, des équipes civiles chargées de la surveillance territoriale perçoivent un changement plus subtil. Le discours national, désormais recentré sur la maîtrise interne, offre un cadre plus clair pour interpréter les signaux venus de régions sensibles. La réforme ne réduit pas les tensions, mais elle modifie la manière de les nommer et de les traiter. Ces deux situations, modestes en apparence, révèlent un même mécanisme. Une décision présentée comme technique réorganise l'ancrage local du pouvoir. Les acteurs de terrain, habitués à naviguer dans l'incertitude, commencent à percevoir une cohérence nouvelle entre directives nationales et pratiques quotidiennes. La souveraineté cesse alors d'être un principe lointain pour devenir une série de gestes concrets. Redéfinir une procédure, assumer une responsabilité, expliquer une orientation à des citoyens. Le sens de cette évolution est cette eau simple. Lorsque les institutions se recentrent, même partiellement, l'impact se manifeste d'abord à l'échelle humaine. C'est là que ce qui compte vraiment devient tangible. Tout commence par un acte administratif apparemment ordinaire. Un document est signé. Un organe électoral financé de l'extérieur est dissous. Présentée comme un réajustement de gouvernance, la décision intervient pourtant dans un contexte qui n'a plus rien de neutre. La demande mondiale de lithium progresse rapidement. Les puissances industrielles surveillent de près les zones riches en ressources critiques et le Sahel devient un espace où chaque mouvement institutionnel est scruté, interprété, amplifié. L'activation est immédiate. En quelques heures, les réseaux diplomatiques s'agitent, des appels circulent entre capitales. Les médias internationaux cadrent l'événement comme un signal de dérive potentielle. Les mots-clés s'imposent: risque, instabilité, rupture. Le récit dominant se construit vite, presque mécaniquement, en reliant la réforme institutionnelle à une lecture sécuritaire déjà familière du Burkina Faso. À ce stade, la décision n'est plus seulement administrative, elle devient un marqueur politique projeté vers l'extérieur. À l'intérieur du pays, la perception diffère nettement. Les institutions, longtemps dépendantes de soutiens extérieurs, découvrent une marge de manœuvre nouvelle. Les débats restent prudents, parfois tendus, mais un sentiment s'installe, celui d'un recentrage assumé. La population observe entre inquiétude et attente, consciente que ce type de décision n'est jamais sans conséquence. C'est dans cet écart de lecture que le nom d'Ibrahim Traoré commence à circuler, non comme un symbole figé, mais comme le point d'ancrage d'une trajectoire souveraine en construction. Le climax survient lorsque la réforme institutionnelle est reliée, explicitement ou non, aux enjeux miniers régionaux. Au Mali voisin, dans des zones frontalières riches en ressources stratégiques, la pression sécuritaire s'intensifie. Des patrouilles sont renforcées. Des groupes armés se déplacent. La région de Bougouni devient une ligne de fracture où intérêts économiques, rivalités d'influence et préoccupations militaires se superposent. Chaque mouvement sur le terrain semble renvoyer à la décision initiale, comme si un simple geste administratif avait révélé une vulnérabilité plus profonde du système régional. Dans les capitales occidentales, les discussions changent de ton. Les analystes revoient leur grille de lecture. Les chaînes industrielles surveillent les signaux venus du Sahel, conscientes que le lithium, jusque-là traité comme une ressource parmi d'autres, devient un baromètre géopolitique. La présence extérieure est réévaluée. Les partenariats sont questionnés. La pression narrative augmente, recouvrant souvent les nuances locales. Puis viennent les répliques, plus lentes, moins spectaculaires, mais plus structurantes. Les administrations locales réorganisent leurs circuits. Les responsabilités se redéfinissent. Les échanges publics se multiplient. La souveraineté devient un thème central, non plus abstrait,
mais directement liée à la gestion des ressources et à la crédibilité de l'État. Le débat se déplace. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la réforme était opportune, mais de comprendre qui contrôle réellement la dynamique qu'elle a déclenchée. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît sous un jour particulier. Il ne s'agit pas d'une rupture isolée, mais d'une réponse à une compression rapide des contraintes technologiques, économiques et diplomatiques. La ligne des événements montre une chose essentielle. Lorsqu'un décalage structurel rencontre une pression mondiale accrue, même une décision administrative peut devenir le point de départ d'une recomposition bien plus vaste. La ligne de base est claire, puis l'écart se creuse. La demande mondiale de lithium augmente de 50%, tandis que l'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale effective. Cet écart initial suffit à comprendre pourquoi chaque décision institutionnelle prise dans un pays riche en réserves acquiert une portée qui dépasse largement son périmètre administratif. Une hausse rapide de la demande signifie que les chaînes industrielles internationales se resserrent autour de quelques zones critiques, transformant des gisements jusque-là périphériques en actifs stratégiques surveillés en continu. Le premier chiffre agit comme un accélérateur. Une progression de 50% en peu de temps n'est pas une simple tendance sectorielle. Elle indique une compression du calendrier industriel. Les acteurs globaux cherchent à sécuriser l'accès, à réduire l'incertitude et à stabiliser leurs approvisionnements. Dans ce contexte, chaque pays détenteur de réserves devient un point de friction potentiel. Le Burkina Faso, longtemps marginal dans ses calculs, se retrouve soudain exposé à une attention accrue, non pas parce qu'il a changé de nature, mais parce que le système autour de lui s'est refermé. Le second chiffre révèle la dissymétrie. En ne captant qu'environ 5% de la production, le continent africain illustre une architecture économique où l'extraction et la transformation sont dissociées. Cette proportion signifie concrètement que la valeur ajoutée se construit ailleurs, dans des chaînes industrielles extérieures. Pour les États extracteurs, cela se traduit par une dépendance durable aux cadres institutionnels et contractuels négociés hors de leur sphère de contrôle. La réforme institutionnelle burkinabé intervient précisément dans ce paysage, où la marge de manœuvre est déjà réduite. Un troisième repère complète le tableau: près de 200 milliards de dollars d'exportations annuelles de ressources africaines, dont la majorité de la valeur est captée en dehors du continent. Ce montant n'est pas seulement impressionnant par son volume, il illustre un modèle historique où les flux sortants dominent les bénéfices locaux. Chaque dollar exporté sans transformation renforce un écart structurel entre possession des ressources et contrôle des résultats économiques. C'est ce déséquilibre que les chiffres rendent visible sans discours idéologique. Mis côte à côte, ces trois repères produisent un effet de clarté. La hausse rapide de la demande mondiale crée une pression. La faible part de production révèle une vulnérabilité. Le volume d'exportation souligne une perte de valeur chronique. Dans ce cadre, la dissolution d'un organe institutionnel financé de l'extérieur ne peut plus être analysée comme un geste isolé. Elle s'inscrit dans une tentative de réduire un différentiel mis en lumière par les données ELSM. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée change la nature du débat. Les décisions prises ne répondent pas seulement à des considérations politiques internes, mais à une configuration économique globale qui laisse peu de place à l'inaction. Les chiffres n'expliquent pas tout, mais ils fixent dans des contraintes. Ils montrent pourquoi la souveraineté, dans ce contexte, n'est pas un choix binaire, mais une série d'ajustements destinés à reprendre une part de contrôle dans un système asymétrique. Ainsi se referme une boucle de curiosité ouverte plus tôt.
Les données confirment que la transition en cours n'est ni accidentelle ni improvisée. Elle est la réponse mesurée à un delta devenu impossible à ignorer, où chaque réforme institutionnelle agit comme un signal dans un environnement mondial sous tension. Deux interprétations dominantes s'affrontent lorsqu'il s'agit de lire les transformations en cours au Burkina Faso. La première, largement relayée dans certaines capitales étrangères, considère que les dispositifs institutionnels et sécuritaires soutenus de l'extérieur constituent un rempart indispensable contre l'instabilité chronique du Sahel. Selon cette lecture, l'expertise technique internationale, les financements externes et la coordination multilatérale seraient les seuls moyens réalistes de contenir les groupes armés et de préserver un minimum de prévisibilité politique. Toute remise en cause de ces mécanismes est alors perçue comme un facteur de fragilisation supplémentaire, susceptible d'aggraver un environnement déjà précaire. La seconde lecture, très présente parmi les acteurs africains, conteste ce postulat. Elle souligne que la persistance, voire l'aggravation, des tensions sécuritaires, malgré une présence extérieure prolongée, interroge l'efficacité réelle de ces dispositifs. Dans cette perspective, les structures financées et pilotées de l'extérieur perpétuent des schémas hérités, où les États restent dépendants de cadres décisionnels qu'ils ne maîtrisent pas pleinement. Les zones riches en ressources critiques, notamment minières, attirent alors une attention internationale qui répond davantage à des intérêts industriels globaux qu'aux priorités locales, renforçant un sentiment d'ingérence structurelle. L'arbitrage entre ces deux visions ne se trouve ni dans les slogans ni dans les intentions affichées, mais dans les données. Les chiffres les chiffres rappelés précédemment montrent un continent qui détient une part majeure des réserves de minéraux critiques, tout en ne captant qu'une fraction limitée de la production et de la valeur ajoutée. Ils montrent aussi que la présence institutionnelle et sécuritaire extérieure n'a pas coïncidé avec une réduction durable des déséquilibres économiques ou des tensions régionales. Ces constats ne valident pas mécaniquement une rupture, mais ils affaiblissent l'idée selon laquelle le statu quo serait neutre ou protecteur. C'est dans cet espace intermédiaire que s'inscrit la position d'Ibrahim Traoré. La dynamique observée ne relève ni d'un rejet systématique des partenariats, ni d'une adhésion aveugle aux cadres existants. Elle traduit plutôt une tentative de redéfinir les conditions dans lesquelles ces partenariats opèrent à partir d'une lecture chiffrée des asymétries. L'analyse la plus robuste des arguments conduit ainsi à une conclusion simple. La question centrale n'est pas la présence ou l'absence d'acteurs extérieurs, mais la capacité d'un État à reprendre une marge d'initiative dans un système où les données révèlent une dépendance structurelle persistante. Ce point médian ne révèle pas un fait nouveau, mais un basculement d'interprétation. Jusqu'ici, la réforme institutionnelle était lue à travers des cadres familiers, stabilité contre risque, continuité contre rupture. Désormais, une autre lecture s'impose progressivement. Les récits extérieurs, longtemps dominants, cessent d'expliquer seuls ce qui se joue sur le terrain burkinabé. Ils se heurtent à des signaux faibles qui s'accumulent et finissent par former une cohérence alternative. Cette fracture narrative apparaît lorsque des décisions qualifiées de techniques produisent des effets politiques mesurables. Les institutions locales gagnent en visibilité. Les relais administratifs prennent de l'initiative. Les discours nationaux s'alignent davantage sur des pratiques concrètes. Rien de spectaculaire, mais une série de micro-déplacements qui modifient la grille de lecture. Ce qui était perçu comme une anomalie devient une tentative structurée de reprise de contrôle. À l'extérieur, cette évolution désoriente. Les commentaires se contredisent, les analyses hésitent entre prudence et inquiétude. À l'intérieur, elles clarifient. Les acteurs comprennent mieux pourquoi certains gestes comptent et comment ils s'inscrivent dans une trajectoire plus large.
La souveraineté cesse d'être une posture pour devenir un processus observable. C'est à ce moment précis, qu'Ibrahim Traoré change de place dans le récit. Il n'est plus seulement associé à une décision controversée, mais à une recomposition plus profonde où la maîtrise du récit devient aussi stratégique que la maîtrise des ressources. Le milieu du parcours révèle ainsi l'enjeu central. Celui qui contrôle l'interprétation contrôle en partie les conséquences. Les effets de la bascule décrite précédemment ne restent pas théoriques. Ils se matérialisent dans quatre sphères distinctes, chacune révélant une facette différente de la transformation en cours au Burkina Faso. Pour l'État, la recentralisation progressive des décisions crée un mouvement inédit. Des administrations autrefois marginalisées retrouvent une capacité d'initiative accrue. Les responsabilités se clarifient, les circuits de décision se raccourcissent et la cohérence institutionnelle gagne en lisibilité. Ce renforcement interne s'accompagne toutefois d'une tension permanente. Chaque avancée est observée, évaluée et parfois contestée à l'extérieur, ce qui oblige les autorités à arbitrer entre consolidation interne et gestion du risque diplomatique. Dans ce cadre mouvant, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de stabilisation, associé à une tentative de redéfinir les règles du jeu administratif sans rompre brutalement les équilibres existants. La diaspora constitue la deuxième sphère affectée. Exposée en priorité aux récits médiatiques internationaux, souvent critiques, elle observe la transition avec une attention particulière. Pour certains, la réforme représente une correction nécessaire après des décennies de dépendance institutionnelle. Pour d'autres, elle fait craindre un isolement croissant susceptible de limiter les opportunités économiques, académiques ou professionnelles à l'étranger. Cette ambivalence transforme la diaspora en espace de médiation. Elle traduit, nuance et explique les dynamiques internes dans des environnements où la lecture du Sahel reste souvent simplifiée, jouant un rôle discret mais structurant dans la circulation des interprétations. La troisième sphère est régionale. Les États voisins, notamment ceux confrontés à des enjeux similaires de sécurité et de ressources, interprètent le repositionnement burkinabé comme un signal. Dans les zones frontalières proches du Mali, riches en minéraux stratégiques, les tensions militaires et économiques se superposent. Certains gouvernements envisagent des ajustements comparables pour renforcer leur contrôle institutionnel. D'autres adoptent une posture d'attente, redoutant des réactions extérieures trop rapides. Dans l'ensemble, l'expérience du Burkina Faso devient un cas d'école observé avec prudence, où chaque décision locale produit des résonances régionales immédiates. Enfin, les chaînes d'approvisionnement mondiales constituent la quatrième sphère touchée. Les acteurs industriels réévaluent leur stratégie face à la possibilité de renégociation ou de modification du cadre institutionnel. Les diplomaties occidentales multiplient les signaux d'alerte, conscientes que le lithium et d'autres ressources critiques sont désormais liées à des choix souverains plus affirmés. Les institutions financières s'interrogent sur la stabilité du cadre d'investissement. Cette incertitude révèle une réalité fondamentale. Lorsqu'un État cherche à reprendre le contrôle de ses ressources, ce n'est pas seulement son économie qui s'ajuste, mais l'ensemble d'un système global bâti sur des équilibres anciens. À la croisée de ces quatre sphères, une conclusion s'impose. La réforme initiale n'a pas simplement déplacé un rapport de force ponctuel. Elle a réactivé des lignes de fracture longtemps contenues, montrant que les décisions institutionnelles, lorsqu'elles rencontrent une pression mondiale accrue, peuvent redéfinir simultanément les trajectoires nationales, régionales et internationales autour d'un même point d'ancrage, la souveraineté en action. À court et moyen terme, la trajectoire ouverte par la réforme peut évoluer, mais selon trois scénarios distincts, tous
façonnée par l'interaction entre souveraineté institutionnelle, ressources critiques et réactions extérieures. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Les autorités poursuivent le recentrage des décisions tout en maintenant des canaux diplomatiques actifs afin d'éviter toute escalade inutile. Les partenaires étrangers adoptent une posture d'observation, préférant mesurer les effets réels des transformations plutôt que réagir dans l'urgence. Les zones sensibles du Sahel restent surveillées, sans dégradation majeure, tandis que la cohérence administrative interne progresse lentement. La croissance demeure modeste, mais la lisibilité institutionnelle s'améliore, offrant un cadre plus prévisible à moyen terme. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement régional. Le repositionnement du Burkina Faso inspire d'autres États du Sahel à renforcer leurs propres institutions et à rééquilibrer leurs partenariats économiques. Les lenteurs administratives diminuent, la coordination régionale s'intensifie et les cadres de coopération deviennent plus équilibrés. Les entreprises adaptent leur stratégie en intégrant davantage la valeur locale, tandis que les tensions sécuritaires aux frontières se réduisent grâce à une approche concertée. Dans cette configuration, la transition actuelle agit comme un catalyseur, transformant une phase d'incertitude en opportunité de recomposition régionale plus stable. Le scénario dégradé, enfin, repose sur une montée des pressions. Certaines puissances choisissent d'accentuer leurs interventions diplomatiques, économiques ou sécuritaires pour protéger leurs intérêts stratégiques. Les tensions autour des zones minières s'aggravent, les investissements se contractent rapidement et le climat de confiance se détériore. Le Burkina Faso se retrouve alors pris dans un jeu de confrontation indirecte où les agendas extérieurs dominent les dynamiques locales, réduisant fortement les marges de manœuvre nationales. Au-delà de ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Penser la souveraineté comme un processus plutôt qu'un état figé permet d'éviter les jugements binaires. La stabilité future dépendra moins d'un choix unique que d'une série de micro-ajustements capables d'absorber les pressions globales tout en consolidant les acquis internes. C'est dans cette capacité d'adaptation progressive que se jouera la portée réelle des décisions associées à Ibrahim Traoré, entre contraintes internationales et construction d'un équilibre durable. Au-delà des institutions et des équilibres régionaux, les transformations en cours produisent des effets perceptibles pour différents publics qui observent ou vivent cette transition. Pour ceux qui vivent au Burkina Faso ou dans les pays voisins, le recentrage des décisions internes modifie la relation entre l'État et les populations. Les réformes ne sont plus perçues uniquement comme des annonces venues d'en haut, mais comme des ajustements qui influencent directement la gestion des ressources, la sécurité quotidienne et la clarté des responsabilités administratives. Cette évolution nourrit une attente précise: voir les ambitions souveraines se traduire par des effets tangibles, mesurables dans la vie courante et pas seulement dans les discours officiels. Pour les membres de la diaspora, l'expérience est différente. Ils sont souvent confrontés à des récits médiatiques internationaux qui simplifient ou dramatisent les dynamiques du Sahel. Cette distance crée une tension permanente entre ce qui est rapporté à l'extérieur et ce qui est perçu à travers les échanges familiaux, professionnels ou communautaires. Beaucoup endossent alors un rôle de médiateurs informels. Ils expliquent, nuancent et contextualisent les décisions prises, contribuant à corriger certaines lectures réductrices tout en restant attentifs aux risques réels d'isolement ou de durcissement diplomatique. Pour l'observateur étranger, enfin, la séquence burkinabé oblige à revisiter des notions souvent tenues pour acquises. Sécurité, partenariat, stabilité ou souveraineté ne peuvent plus être analysés uniquement à travers des cadres hérités. Le Sahel apparaît de plus en plus comme un espace actif
où les choix locaux interagissent directement avec des chaînes de valeur mondiales et des contraintes technologiques. Comprendre cette dynamique suppose d'accepter que les transitions africaines ne suivent pas nécessairement les trajectoires attendues par les puissances extérieures. Dans ces trois perspectives, un point commun se dessine. Les décisions institutionnelles ne sont plus l'affaire exclusive des cercles politiques. Elles deviennent des éléments d'expérience partagés, observés, discutés et interprétés par des publics multiples. Cette circulation des regards transforme la manière dont la transition est vécue et racontée, rappelant que la compréhension collective est désormais une composante à part entière de la stabilité. La transition engagée ne peut produire des effets durables sans une structuration claire, capable de transformer une intention souveraine en pratique mesurable. La première étape consiste à ancrer la gouvernance locale. Le recentrage des décisions doit s'appuyer sur des relais administratifs solides, dotés de responsabilités clairement définies. Sans cette clarification, les réformes restent fragiles et exposées aux interprétations contradictoires, tant internes qu'externes. La deuxième étape vise à sécuriser les zones sensibles. Les régions frontalières, où se concentrent à la fois enjeux sécuritaires et ressources stratégiques, nécessitent une coordination renforcée entre acteurs civils et dispositifs territoriaux. Une sécurité mieux structurée réduit mécaniquement l'espace laissé aux ingérences et stabilise le cadre d'action de l'État. La troisième étape porte sur le rééquilibrage des partenariats économiques. L'objectif n'est pas l'isolement, mais la renégociation progressive de cadres d'échange afin d'augmenter la valeur captée localement. Chaque ajustement contractuel devient alors un levier de crédibilité institutionnelle. La quatrième étape concerne la clarification du récit national. Une communication cohérente permet d'éviter que les réformes soient lues exclusivement à travers des prismes extérieurs. Le récit devient un outil stratégique pour maintenir l'adhésion interne et limiter les malentendus diplomatiques. Enfin, la cinquième étape repose sur la consolidation des alliances régionales. La coopération avec les États voisins renforce la stabilité du Sahel et mutualise les réponses face aux pressions globales. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré apparaît comme un coordinateur de trajectoire, reliant institutions, territoires et partenaires autour d'une logique graduelle. La feuille de route ne promet pas une rupture immédiate, mais une capacité accrue à transformer des choix politiques en dynamiques soutenables. Le fil discret évoqué au début revient ici au premier plan. Celui des jeunes administrateurs dont les responsabilités se sont élargies, des équipes civiles présentes aux marges du territoire et de ces acteurs ordinaires qui donnent une matérialité aux décisions institutionnelles. Leur quotidien n'a rien de spectaculaire, mais il révèle ce que les grandes analyses oublient souvent: la transformation réelle se joue dans l'ordinaire, là où une procédure est appliquée, expliquée, parfois corrigée. Ces gestes répétés, modestes mais cohérents, stabilisent la transition bien plus sûrement que les déclarations solennelles. Ils créent une continuité entre l'intention politique et l'expérience vécue. La souveraineté cesse alors d'être une abstraction pour devenir une pratique partagée, visible dans la manière dont les institutions répondent, dont les responsabilités sont assumées, dont la parole publique retrouve un ancrage concret. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point de convergence. Sa position prend sens par l'alignement progressif de milliers de micro-initiatives qui donnent au pays une cohérence nouvelle. Ce n'est pas la décision initiale qui porte à elle seule le changement, mais la capacité collective à la traduire dans la durée. Une phrase suffit à résumer cette trajectoire. La souveraineté vit dans les gestes quotidiens. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose sans bruit. Les dynamiques qui traversent le Burkina Faso
ne relève pas uniquement de calculs géopolitiques ou de la seule question du lithium. Elles touchent à quelque chose de plus fondamental, la manière dont un pays cherche à se représenter lui-même, à reprendre prise sur ses choix et à négocier sa place dans un système global sous tension. La séquence observée autour d'Ibrahim Traoré agit alors comme un révélateur, non comme un modèle figé, mais comme une expérience en cours, suivie, discutée, interprétée. Comprendre cette transition demande d'accepter la complexité. Les récits dominants, qu'ils soient alarmistes ou enthousiastes, ne suffisent plus à eux seuls. Ce sont les interactions entre institutions, acteurs locaux, partenaires régionaux et regards extérieurs qui donnent leur profondeur aux événements. Chacun, selon sa position, en perçoit une facette différente, parfois contradictoire, souvent incomplète. C'est pourquoi ce récit n'a de sens que s'il s'inscrit dans un échange plus large. Discuter, confronter les lectures, partager des points de vue permet de dépasser les simplifications et d'élargir la compréhension collective de ce moment charnière pour le Sahel. Et vous, quelle interprétation retenez-vous de cette bascule et quels signaux vous semblent les plus déterminants pour la suite?